Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Imaginer Demain, le podcast de Sinopia. Pour les podcasteurs qui nous découvriraient, Sinopia est un think tank indépendant qui œuvre en faveur d'une gouvernance plus éthique, efficace et responsable. À travers nos analyses et nos recommandations, nous accompagnons les décideurs et les citoyens afin de construire ensemble un monde qui se veut plus juste et plus durable. Nous développons également l'idée du droit à être bien gouverné, car oui, nous avons le droit à être bien gouverné et ça se voit tous les jours. Mais pour y parvenir et pour formuler des propositions qui sont utiles aux décideurs, nous devons en permanence chercher à bien comprendre le monde dans lequel nous évoluons, que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale, européenne ou internationale. Et ceci est d'autant plus crucial que tout évolue de plus en plus vite et brutal et que l'incertitude domine. C'est pourquoi à chaque fois, nous prenons avec vous le temps d'explorer une thématique actuelle en profondeur aux côtés d'un invité ou d'une invitée de marque. Ensemble, nous décortiquons les enjeux et les confrontons avec les idées que nous avons pour vous apporter des clés de compréhension et d'action. Alors, restez avec nous et embarquez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergie, qui nous reçoit à La Défense, au siège de Total Énergie, au 40e étage de cette incroyable tour, avec une très jolie vue sur Paris que nous pouvons voir. Alors, nous allons démarrer, chère Isabelle Patrier, et d'abord nous intéresser à vous. Parce que dans cet univers de l'énergie, c'est pas banal de voir à ce niveau de responsabilité une femme. Alors, quel est votre parcours et puis qu'est-ce qui vous a conduit en particulier dans ce secteur de l'énergie dans lequel on trouve quand même assez peu de femmes à ce niveau de responsabilité? Bonjour Alexandre, bonjour à tous. En effet, j'ai commencé ma carrière plutôt dans la finance, dans le M&A, comme on dit, dans les fusions, acquisitions et l'audit. Et j'avais comme client Paribas Fait Industriel, qui avait les champs pétroliers de Melun, et quand Total, le petit Total de l'époque, a découvert le plus grand champ de la décennie en Colombie. Je connaissais ce secteur de fait. Je savais lire un rapport de forage et j'ai été recrutée un 1er août et le 2 j'étais à Bogota en pleine période Escobar. C'était BP qui était l'opérateur du champ et moi j'étais là pour faire les claims, pour vérifier que BP gérait bien le champ en JV avec Total. Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans ce secteur de l'énergie. Quelle histoire! Et après, quelle a été la suite du cheminement jusqu'à vous retrouver ici, au 40e étage à La Défense? Beaucoup de métiers variés parce que il y a une chose intéressante à connaître chez Total Energy, c'est que on a un parcours qui nous fait bouger de poste en poste environ tous les 4 ans. Et donc j'ai j'ai eu des postes en direction financière. Je me suis occupée du risque et du secrétariat général de la direction aviation en plein 11 septembre, quand on avait une faillite de compagnie aérienne ou un Chapter 11 de compagnie aérienne par semaine. J'ai été présidente d'une filiale de distribution. J'ai été présidente d'Air Total à l'époque, où on avait fait, je me souviens, le premier vol en biocarburant de la France en 2013. C'était une innovation à l'époque. On avait relié Toulouse au Bourget avec Airbus et Air France. Personne n'avait tellement envie de rentrer dans l'avion à l'époque, hein, quand on voit aujourd'hui que tout le monde essaye d'en acheter de ces fameux SAF, hein, Sustainable Aviation Fuel. Voilà. Et puis après, j'étais patronne de toutes les filiales de distribution de carburant, de combustible, de fuel et du réseau de stations rurales à la marque Elan. Et voilà, jusqu'à ce poste-là, qui est un poste plus global et plus transverse de la compagnie. Alors un bureau dit souvent quelque chose de son occupant. Dans celui-là, il y a quelque chose qui marque l'observateur, c'est la présence des ballons de rugby. Pourquoi tous ces ballons de rugby dans cette vitrine? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que je suis une fan intégrale. Étant originaire de Bagnols-sur-Mer, je suis catalane et chez nous, il y a même pas d'équipe de foot, en fait. Il y a 2 équipes de rugby, une équipe de rugby à 13 et une équipe de rugby à 15. Et notre équipe, c'est l'USAP qui, en ce moment, a un début de saison 2025-26 compliqué, mais qui a tous ses supporters derrière elle. Et puis ensuite, parce que Total Energy est un sponsor historique du rugby, hein. On est sponsor depuis près de 40 ans de la section paloise. On a été sponsor de la Coupe du monde de rugby en 2023. On est très actif dans le secteur. Aujourd'hui, on est sponsor du Top 14 et de la Pro D2.
aux côtés de la Ligue et de la FFR, de la Fédération française de rugby. Et puis peut-être pour compléter, le rugby, c'est aussi le moyen d'accompagner des territoires. Et on a lancé d'ailleurs il y a 2 jours la 3e édition du tournoi des quartiers et campagnes, qui nous permet de toucher, on va dire, des dizaines de milliers de jeunes en pied d'immeuble et en zone rurale pour leur montrer ce qu'est ce sport, le rugby, mais quelles sont les valeurs qui y sont attachées et puis aussi quelles sont les valeurs qui peuvent s'y greffer. Et à ce titre, on fait des ateliers citoyens pour leur expliquer ce que c'est que la solidarité, le collectif, la responsabilité, leur rôle social dans la cité avec un grand C. Voilà, donc c'est un peu tout ça. C'est d'où on part de ces ballons, mais c'est bien plus large que cela. Absolument, c'est ce qui me semblait. Je suis content que vous ayez pu faire ce petit focus, parce que c'est une facette de Total Energy qu'on ne connaît pas bien. Alors, je reviens sur la question du secteur de l'énergie dans lequel vous évoluez. Comment diriez-vous que cet univers a évolué depuis ces dernières décennies? Moi, quand je suis rentrée chez le Total de l'époque, on était dans un secteur qui répondait à l'essentiel de la demande d'énergie de la planète. Et l'enjeu, c'était de produire pour y répondre et puis pour le développer parce que l'énergie, en fait, c'est une qualité de vie, c'est la santé, c'est l'accès à l'éducation, ça représente beaucoup de choses dans un certain nombre de pays. Dans un pays comme le nôtre, ça semble d couler de source. On a de l'énergie, on en a eu depuis toujours et en plus, la France, s'est bien diversifiée, ce qui est pas le cas de tous les pays de la planète. Total, Énergie est présent dans 120 pays, ça a toujours été le cas. On a une présence sur, l'intégralité de la planète ou une grande partie. Je me souviens d'ailleurs, heu, des remarques qu'on a eues il y a une quinzaine d'années encore, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de transition énergétique. Je me souviens il y a 15 ans, on demandait à Christophe Demargerie, qui était notre PDG, avec une espèce d'angoisse, quand aura lieu le pick-oil et à partir de quand on n'aura plus de pétrole pour répondre à la demande d'énergie de la planète. C'était ça l'inquiétude. Quand on voit en 2025, aujourd'hui, l'inquiétude, c'est de savoir à quel rythme on va réussir à faire cette transition, parce que l'enjeu n'est plus du tout le même. Les enjeux énergétiques, c'est de réduire les émissions et d'atteindre le zéro émission net à un moment donné. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes paradigmes. Et en plus, la planète a quand même beaucoup changé. Moi, quand j'ai commencé dans la distribution de produits pétroliers en France, je me souviens, on avait, quand on raffinait, on raffine du pétrole brut, on sort du diesel et des essences. Comme on est en France sur un marché diesel, parce que la fiscalité incitait depuis toujours le diesel sur le territoire français, bah, il fallait exporter nos essences parce qu'on en avait trop proportionnellement à la demande. Et à l'époque, on exportait aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont besoin de rien parce que dans l'intervalle, ils sont devenus autonomes en termes d'énergie. Ils produisent leur pétrole et leur gaz parce qu'ils ont du pétrole et du gaz de schiste et qu'en fait, ça leur a permis une certaine autonomie réelle. Euh, voilà. Dans l'intervalle, on est devenu dépendant du gaz pas cher russe. Et puis, bah, évidemment, tout a été complètement bouleversé parce que l'autonomie des États-Unis plus la guerre en Ukraine ont fait que ça a changé l'intégralité du panorama énergétique mondial dans lequel nous-mêmes, Européens, on se trouve. Euh, donc forcément, les grands équilibres qu'on a connus sont complètement bouleversés et on est dans un secteur qui vit les enjeux géopolitiques et leurs tensions, comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Alors, on est en plein cœur du sujet de la souveraineté, qu'on devait aborder un peu plus loin, mais on va y venir tout de suite, dans la mesure où c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque par-delà les fonctions que vous occupez au sein de Total Energy, vous avez une fonction au sein du MEDEF, vous êtes présidente de la commission souveraineté du MEDEF, donc vous travaillez de fait avec un certain nombre d'acteurs sur ces grands enjeux, sachant qu'il n'y a pas que la filière énergétique qui est concernée. Est-ce que
la reconquête de la souveraineté française, c'est un mythe, une chimère, c'est possible? Est-ce que le mot souveraineté est le bon? Est-ce qu'il faut parler plutôt d'indépendance, de dépendance? Voilà. Comment est-ce qu'on s'y attelle? Et puis est-ce que vous diriez que au-delà de la conjoncture politique actuelle qui est un peu compliquée, est-ce que vous diriez que finalement l'Union européenne et la France s'y prennent bien pour se rendre le plus indépendant possible, en particulier dans le domaine de l'énergie, mais pas que? Pour la qualifier, je dirais que peut-être que le titre de la commission que je co-préside au MEDEF, c'est la commission souveraineté et sécurité économique du MEDEF. Et en fait, je pense que les deux mots souveraineté et sécurité vont de pair et les deux sont importants dans l'approche qu'on peut avoir de la souveraineté. Évidemment, on vient de se le dire, hein, quand on a des bouleversements géopolitiques et qu'aujourd'hui, là, on est plutôt dans une fin de multilatéralisme, on se retrouve à se reconcentrer sur sa sécurité, la capacité qu'on a à retrouver une certaine indépendance. Mais indépendance ne veut pas dire repli sur soi. Et donc la souveraineté, c'est sécuriser les demandes que nous avons de nos citoyens, concitoyens dans un certain nombre de secteurs et de sécuriser l'approvisionnement de ces secteurs et leurs chaînes et leurs filières de façon euh, globale. Ça signifie, par exemple, de sécuriser des terres rares, de sécuriser des composants électroniques. Ça suppose de sécuriser toutes ces chaînes d'approvisionnement pour faire dans des filières qui sont probablement nos filières d'excellence aujourd'hui, l'aéronautique, la défense, euh, l'énergie peut en faire partie, la santé, toute la chaîne d'approvisionnement. Si vous êtes entre les mains, et c'est un peu ce qu'a prouvé la guerre en Ukraine, si vous êtes entre les mains à 80% d'un seul fournisseur sur une seule énergie, un seul composant ou une seule matière, forcément vous êtes faible. Et le jour où il disparaît ou que bah, de vous-même d'ailleurs là en l'occurrence vous avez décidé de sanctions ou d'un bouleversement que vous subissez géopolitique, forcément vous êtes complètement affaibli et là votre souveraineté vous ne l'avez plus. Donc en fait l'enjeu pour nous c'est de sécuriser des chaînes d'approvisionnement. Exemple, une compagnie comme Total Energy avec la guerre en Ukraine s'est attachée quand il y a eu les sanctions sur les carburants, de diversifier pour les approvisionnements français, l'approvisionnement en carburant puisqu'on n'achète plus de carburant à la Russie, un peu partout sur la planète, mais pas forcément de se mettre entre les mains de nouveau d'un seul acteur. En fait, c'est un peu ça l'enjeu de la souveraineté aussi, c'est de se sécuriser, donc de diversifier. Quand on est sur des secteurs comme l'aéronautique, les moteurs, il y a des terres rares dans les aimants des moteurs, il y a des enjeux de matériaux critiques, de composants électroniques. Si vous êtes dépendant d'un seul pays, c'est de la même manière une vraie dépendance. Donc il faut pouvoir avoir cette vision-là et ne pas raisonner uniquement prix, raisonner diversification. Et ça, c'est vrai que ça peut être compliqué pour un certain nombre d'entreprises aussi. Et puis bah, la souveraineté, c'est peut-être faire aussi un peu ce que font certains autres blocs sur la planète. Quand vous avez des soutiens comme l'IRA aux États-Unis, des vraies subventions d'un certain nombre de filières, je parle notamment toute la filière de la transition énergétique dont la Chine est devenue championne du monde. Ils ont intégralement sécurisé les chaînes d'approvisionnement. Ils n'ont pas forcément toutes les terres rares chez eux. Ils ont des terres rares qu'ils ont allé sécuriser en donnant avec une partie de l'Afrique, certains autres composants avec l'Australie, etc. Pour pouvoir justement avoir cette autonomie, produire et puis finalement aujourd'hui pouvoir exporter un peu partout. En même temps, ils soutiennent très fortement leur industrie localement, elle est très subventionnée, avec des salaires qui ne sont pas les salaires que nous avons nous en Europe, mais qui nous montrent l'entrée du territoire et du marché de l'Union européenne, des produits bah, qui forcément sont beaucoup plus concurrentiels. Et c'est ça notre enjeu aussi.
Et quand vous avez des blocs comme ça qui s'organisent pour être forts et qui protègent et qui soutiennent leurs industries, bah, il faudrait que nous, notre bloc européen, soutienne son industrie, soutienne ses filières d'excellence, en ayant peut-être l'honnêteté de reconnaître quand il faut qu'on arrête d'être naïf et de protéger un peu nos frontières. Et puis peut-être que la commande publique pourrait soutenir un peu plus les entreprises françaises ou européennes, qu'on puisse demander des produits en entrée de notre marché européen qui respectent les mêmes conditions sociales, les mêmes conditions environnementales et les mêmes réglementations que nos entreprises ou nos agriculteurs respectent sur les territoires. Pour le dire autrement, diriez-vous que les politiques publiques manquent un peu de cohérence et de continuité dans ce domaine-là? Donc, dans un monde qui s'est bousculé, qui a énormément changé, il faut revoir un certain nombre de paradigmes. Et celui-là devrait probablement, et d'ailleurs, il agite beaucoup, je pense, un certain nombre d'acteurs, hein, politiques comme économiques, parce qu'on se rend bien compte que là, on a un véritable affaiblissement si on n'a pas les mêmes armes que nos concurrents. Alors le monde de l'énergie, le monde des énergies se transforme à vitesse grand V, avec des paradoxes, parce qu'on consomme de plus en plus, alors que beaucoup disent qu'il faudrait moins consommer parce que ça pollue, donc tout se transforme. Mais est-ce que finalement, on peut imaginer que les modèles vont se évoluer, vont changer, et quelle forme de production et de consommation vous paraît-elle réaliste pour demain? Déjà, peut-être sur l'énergie au global, je vous disais tout à l'heure que quand j'ai commencé dans ce métier, il n'y avait aucune question sur quelle énergie devait répondre à la demande. C'était l'énergie fossile, hein, pétrole et gaz. En 2025, on aurait pu penser que la dépendance aux énergies fossiles aurait pu diminuer. On est encore à 80% d'énergie fossile consommée sur la planète et 20% d'énergie bas carbone. Donc on est encore en très très grande dépendance des énergies fossiles. Moins consommer, c'est compliqué sur une planète dont la population augmente. Donc, la demande d'énergie, de fait, augmente. Il n'y a pas de raison qu'un certain nombre de pays se développent et que leur population, alors que nous-mêmes, on a accès à l'énergie depuis toujours facilement, n'ait pas accès à cette énergie, n'ait pas accès donc à un certain nombre de moyens de transport, d'accès à des hôpitaux, à l'éducation, etc. Donc aujourd'hui, la demande d'énergie de la planète, elle croît environ de 2-3% par an, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous-mêmes accompagnons sur ces énergies la demande. En parallèle, il y a des pays et il y a des secteurs qui sont plus décarbonés que d'autres. Quand on prend la France, c'est pas 80% de dépendance aux énergies fossiles, c'est 60%, parce qu'on a la chance d'avoir eu des politiques qui ont décidé de développer le nucléaire dans les années 80 à la suite du choc pétrolier. Et donc, notre mix est un peu plus décarboné que dans d'autres pays même d'Europe, hein, quand vous regardez l'Allemagne ou la Pologne, hein, vous avez une application là qui vous montre en permanence quelle est la dépendance. On est quand même sur des pays qui sont très dépendants du charbon, du gaz, du pétrole, enfin voilà, ce qui est moins le cas de la France. Mais enfin, 60%, c'est encore pratiquement les 2 tiers, c'est encore la majorité. Donc il faut répondre à cette demande, mais en même temps accompagner cette transition énergétique. Et donc, on accompagne nos clients, et l'enjeu, c'est d'avoir une énergie en quantité suffisante, parce qu'on a vu que dès qu'on avait des tensions, bah, c'est le prix qui augmente. Et quand il y a un prix qui va augmenter drastiquement, ça met en difficulté un certain nombre de populations et ça met en difficulté un certain nombre de secteurs de l'économie, ça les affaiblit. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et puis, bah, il faut être au rendez-vous d'une transition qui va avoir un rythme qui visiblement est un peu plus lent que celui qu'on attendait, mais qui est bien réel. Donc il faut qu'on soit un peu sur ces deux piliers, répondre à une demande d'une énergie qui est aujourd'hui celle la plus consommée sur la planète, mais préparer le système de demain que certains commencent déjà à adopter pour être au rendez-vous. C'est pour ça qu'on est aussi en train de devenir électricien,
et qu'on est leader des biocarburants pour pouvoir aussi accompagner la réduction de ces émissions. Également impliqué dans le domaine des énergies renouvelables, et vous venez à ce sujet de remporter un faramineux appel d'offres pour la construction d'un vaste champ d'éoliennes offshore, donc qui est situé à une quarantaine de kilomètres au large des côtes de la Normandie. C'est un projet qui est baptisé Centre Manche 2. On parle de 80 éoliennes, d'un investissement de près de 4,5 milliards d'euros. Chaque éolienne fera 300 mètres de haut, donc à peu près des tours Eiffel partout comme ça, plantées dans l'océan. À terme, 1 million de foyers connectés. C'est donc considérable, c'est un énorme défi. Et donc là, on est vraiment loin de l'idée reçue du géant pétrolier qui fera encore et toujours. Alors pourquoi est-ce que Total Energy s'est intéressé à ce grand champ d'éoliennes et de quoi ce succès finalement est-il l'emblème pour vous? Et par-delà les chiffres, oui, que signifie-t-il pour Total Energy? Alors pour nous, remporter cet appel d'offres, c'est une fierté française. Nous qui sommes français, on a fêté nos 100 ans l'année dernière. Remporter un appel d'offres de cette taille, hein, qui est le plus grand projet d'énergie renouvelable de France, hein. C'est vrai que c'est une vraie fierté pour nos équipes françaises, évidemment, pour tous ceux qui ont préparé cet appel d'offres. Et puis se dire qu'on va avoir au large de la Manche euh, des éoliennes qui vont permettre d'approvisionner 1 million de foyers français, c'est quand même pas rien. Dans un pays dans lequel on a déjà une capacité installée d'électricité renouvelable, hein. Aujourd'hui, on a 2 gigawatts, à peu près 2 réacteurs nucléaires équivalents de puissance de production d'électricité renouvelable installée. On sera à 4 en 2030. On va rajouter 1,5 avec cet appel d'offres, et ce grand projet en Manche. On va bénéficier aussi de l'expérience des autres champs éoliens offshore qui ont été développés, qui sont en cours de développement en France. Les premiers étaient à 12 kilomètres des côtes, là on sera à 40 kilomètres des côtes. Donc on sera moins dans des zones de pêche que les premiers projets qui ont été installés. On parlait de la taille des éoliennes, elles sont tellement grandes on n'a pas encore fait toute l'analyse technique, mais qu'elles seront probablement éloignées d'1 kilomètre les unes des autres, tellement elles seront grandes. Donc c'est quelque chose de majeur. 4,5 milliards, c'est un peu tout ça. Et puis ça nous permet aussi d'accompagner le territoire. D'abord, quand vous déployez un champ comme ça, c'est 30 millions de taxes par an à partir de la mise en service. Donc pour les développements territoriaux, c'est aussi pas négligeable en termes de soutien économique, social, éducatif, et pour les pouvoirs publics dans ce domaine-là. Et puis, évidemment, une expertise. Nous, l'offshore, c'est quelque chose qu'on connaît, ça fait partie de nos métiers historiques. Donc maintenant, l'éolien offshore, on a déjà sur la planète plusieurs dizaines de gigawatts de projets. On a déjà démarré et à Taïwan et au large de l'Écosse nos premiers champs d'éoliennes offshore. Donc on est en terrain connu, avec une expertise nouvelle, mais qu'on commence à maîtriser. Bravo, bravo pour cette réussite. On va suivre ça bien sûr pendant les prochaines années parce que 8 ans de chantier pour arriver à mettre tout en œuvre, c'est un sacré défi, on peut l'imaginer. Oui, puis je pense que c'est une première aussi pour Total Energy et pour le secteur de l'éolien offshore en France, parce que c'est la première fois qu'on prend l'engagement de soutenir, on en parlait de souveraineté, mais de soutenir une filière européenne sur la fabrication des éoliennes et des câbles électriques de raccordement. Donc ça fait un peu écho à ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire, pour le dire autrement, c'est pas comme avec les panneaux solaires où souvent on achète en Chine, là on va se débrouiller pour faire en sorte que ce soit produit sur le territoire européen. On va essayer de pousser une filière qui a commencé à naître en Normandie parce qu'il y a quand même un début de projet sur des champs d'éoliennes offshore. Et donc là, on va effectivement pousser tout un tas d'entreprises locales, que ce soit la fabrication des pales ou le raccordement, ça permettra
de mettre à bord des petites, des moyennes et des grandes entreprises sur le territoire français, peut-être de créer des filières. Alors vous touchez un point qui est très sensible pour Sinopia, qui est celui du changement et de la conduite du changement. C'est souvent le sujet le plus difficile parce que la plupart du temps, le décideur, qu'il soit public ou privé, peut dire bon, je veux, on y va, et puis on claque des doigts, et ça se passe pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Réussir une transformation, qu'elle soit politique ou sur un site industriel, c'est un défi majeur. Et on s'est intéressé à un site que vous connaissez bien, et on produit prochainement un livre blanc sur la réussite d'un projet de transformation à l'échelle d'un territoire, en l'occurrence sur l'exemple de celui que vous avez à la Med, autour du bassin de Fos. On voudrait que vous nous expliquiez comment vous avez finalement réussi à transformer cette raffinerie classique, raffinerie pétrole, en une bioraffinerie. Vous évoquiez tout à l'heure la production de carburants aériens, les fameux SAF. Comment est-ce que vous avez fait? Quels outils avez-vous déployés? On a notamment repéré un processus que vous avez appelé la CV2S, Convention volontaire de développement économique et social. Voilà. Racontez-nous cette aventure avec la Med. Oui, alors en effet, on a arrêté notre raffinerie de la Med, qui est donc à côté de Marseille, en 2015, en nous disant qu'on allait accompagner, c'est ce que on essaye de faire, la décarbonation d'un secteur. Là, il s'agissait de produire du biodiesel. Donc, on a arrêté cette raffinerie en 2015 et on a lancé un grand chantier pour construire une bioraffinerie. Donc, c'est un investissement lourd, 340 millions. Et évidemment, quand on accompagne une reconversion de site, bah, il faut accompagner aussi tout l'écosystème. Du jour au lendemain, vous avez pendant 4 ans, je dis 4 ans, ça paraît long, mais pendant 4 ans, vous êtes dans une phase d'instruction de dossier, d'études environnementales. Même si vous êtes sur un site Seveso Seuil Haut, vous recommencez à refaire toutes les études. Et donc, dans ce contexte-là, vous devez accompagner à la fois vos collaborateurs sur les métiers de demain, sur cette phase pendant laquelle vous ne produisez plus, mais aussi vos sous-traitants, parce que du jour au lendemain, bah, ils n'ont plus de raffinerie à maintenir. Donc, ils se retrouvent avec des collaborateurs, un chiffre d'affaires qu'il va falloir gérer. Et puis, pour pas les mettre en situation sociale difficile, on prend l'engagement, au travers de ces conventions de développement économique et social, d'accompagner à la fois nos collaborateurs, nos sous-traitants, et puis le bassin d'emploi qui va perdre un certain nombre d'emplois pendant cette durée et qu'on va essayer de faire vivre dans l'intervalle pour préparer l'avenir, mais pour ne pas non plus affaiblir le présent pendant toute cette phase de construction du projet. Et puis après, il y a cette phase de chantier où on essaye là aussi de mettre à bord un maximum d'entreprises locales en signant des chartes d'emploi local avec la chambre de commerce, avec Pôle emploi. Et puis aussi, j'ai envie de dire, de déployer un certain nombre d'axes pour pouvoir accompagner le mieux possible et innover dans l'accompagnement social, compétences, formation, cet écosystème pour pouvoir être en mesure de mettre à bord un certain nombre de personnes. Par exemple, on a signé une charte avec Pôle emploi localement pour pouvoir former au métier de l'industrie un certain nombre de chômeurs sortis complètement du système de l'emploi avec des formations certifiantes qui leur permet de se repositionner dans l'industrie. L'avantage aussi qu'on avait à la Med, c'est qu'on est dans un écosystème, vous êtes entre Fos et la Med, vous êtes dans un système industriel. Ça vous permet aussi de pouvoir faire monter en compétences et former des gens qui vont pouvoir trouver dans l'écosystème, soit pour nos sous-traitants du chiffre d'affaires complémentaire parce que nous allons les former à de nouveaux métiers ou à de nouvelles compétences, soit à des chômeurs de pouvoir se former au métier de l'industrie. Nous sommes industriels et donc accompagner un écosystème industriel pour maintenir son niveau de compétence, ça fait partie aussi de ce qu'on prend comme engagement quand on transforme nos sites. Oui, mais justement, pourquoi? Finalement, vous auriez pu faire le choix de rester concentré sur vos enjeux, passer d'une raffinerie à une bioraffinerie, et vous avez fait le choix finalement d'élargir, si je puis dire, le scope de vos préoccupations. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Ce qui nous pousse à ça, c'est de nous dire qu'on n'est pas simplement un industriel au milieu de rien du tout,
à produire ce qu'on produit dans les énergies qu'on produit. On est un industriel qui est intégré dans un écosystème, dans une société, et on fait vivre, et on le sait, un certain nombre d'acteurs, que ce soit les entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires ou avec lesquelles qui interviennent sur nos sites, mais aussi les villes dans lesquelles nous sommes, avec lesquelles nous avons des relations, et on a décidé de ne pas omettre hein, ce côté-là. C'est une démarche complètement sociétale d'intégration. Une société, on pense qu'une entreprise, elle n'est pas complètement isolée de son territoire et de son environnement. C'est pour ça qu'on mène ces actions-là, pour réduire au maximum les impacts négatifs que nous-mêmes, dans nos investissements, même si investir 340 millions, ça peut paraître très important et très positif, peut avoir des effets négatifs ponctuels. Et on a décidé dans ce sens de les accompagner. Alors dans ce cadre, vous avez développé un outil, que j'évoquais tout à l'heure, la convention volontaire, enfin c'est un processus, convention volontaire de développement économique et social. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette méthode et de la façon dont ça a permis de faire travailler les différentes parties prenantes concernées, que ce soit les entreprises avec lesquelles vous êtes en sous-traitance, vos collaborateurs, l'État à l'échelle territoriale, locale. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme leçon à tirer de cette mise en œuvre? En fait, je crois que le principal point, c'est la réussite collective. Tout à l'heure, on parlait rugby. Là, il y a un vrai pack. C'est-à-dire que vous avez la chambre de commerce, les communes, la région, la métropole, Pôle emploi, chambre de commerce, enfin, entre entreprises, sous-traitants, on a créé un véritable écosystème. On se réunissait régulièrement pour faire le bilan de l'avancement de cette convention et pour chacun avec nos expertises et notre prisme, apporter du positif, des idées pour pouvoir être encore plus efficace. Et ce que je tire de cela, c'est que ça a été plutôt positif puisque les entreprises sous-traitantes, on aurait pu penser que pendant 4 ans, ça aurait été très difficile et que peut-être elles auraient dû elles-mêmes faire des plans de départ parce que moins de chiffre d'affaires à cause de l'arrêt de notre raffinerie avant le démarrage du chantier. En fait, elles ont augmenté post chantier leur chiffre d'affaires de 6%, ce qui est quand même important. Leurs effectifs aussi. Donc, il y a eu un impact positif et je crois que ça a permis aussi de structurer un certain nombre de démarches. Par exemple, on a créé un incubateur à Marseille pour des startups de l'économie verte. Ça nous a permis aussi de structurer une relation avec Pôle emploi, les chambres de commerce qui aujourd'hui ne se sont pas taries et on continue d'avoir ces impacts croisés potentiels entre eux et nous. Et puis, on a toujours dans cette démarche-là d'accompagner le territoire industriel, de faire venir ou de soutenir des projets industriels dans l'écosystème dans lequel nous-mêmes nous nous trouvons. Et ça nous a permis d'accompagner quelques projets industriels qui ont investi plus de 80 millions d'euros sur le pourtour de l'étang de Berre où nous nous trouvons pour créer plusieurs centaines d'emplois. Et en parallèle, on a fait aussi des prêts à taux zéro pour des entreprises créatrices d'emplois. Pour soutenir des emplois, c'est plus de 2000 emplois que ce schéma de prêt à taux zéro sans garantie pour les PME locales. 2000 emplois que ça a permis de soutenir dans cet écosystème. Donc, très positif comme bilan. Et puis, forcément, une structuration d'un territoire avec tous ces acteurs en collectif. Et je pense que cette vraie solidarité économique et sociale, c'est un peu ce qu'on a voulu faire et qui a vraiment, effectivement, porté ses fruits. Oui, on a eu l'occasion de rencontrer, à l'occasion de la préparation de ce livre blanc, un certain nombre d'acteurs sur place, vos sous-traitants, le maire de Châteauneuf-et-Martigues, et tous ont confirmé le côté très positif et l'impact pour ce qui est des entreprises sur leur activité et sur leur emploi. Il y a sans doute eu des freins quand même dans cette aventure, parce que c'est pas si simple que ça de transformer, même si on est bien intentionné. Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant ces 4 ans? Déjà au début, une convention volontaire de développement économique et social, c'est pas très courant. Donc, C'est abstrait. essayer d'expliquer le bien fondé d'une démarche comme celle-ci au départ avec des acteurs qui n'en ont jamais pratiqué, c'est vrai que ça a nécessité beaucoup de pédagogie. On a eu un vrai dialogue
avec tous les acteurs. Et la proposition d'avoir un suivi régulier et de se croiser régulièrement était vraiment, je pense, l'objectif qu'on a eu au départ pour pouvoir convaincre. Et puis après, bah, tout le monde s'est pris au jeu en fait, hein, d'apporter les bonnes idées, de venir en soutien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir montré qu'ensemble, on avait pu lever ces freins. Un autre frein, mais qui est un frein très français, c'est le réglementaire. Recommencer à faire toutes les études qu'on a faites, le débat public, il a fallu saisir de façon très structurée. Ça aussi, ça a été dans le temps long, compliqué pour un certain nombre d'acteurs qui se positionnaient sur un temps plus court parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus de chiffre d'affaires, vous n'attendez pas les 4 ans que vous projetez sur un chantier de construction comme une bioraffinerie. Voilà, ça peut être un frein au départ pour un certain nombre d'acteurs qui se disent mais en fait c'est pas ça, mon temps il est le mois prochain quand vous allez arrêter, qu'est-ce que je vais devenir? Puis finalement, on a réussi à leur faire comprendre que justement, c'était pour ça qu'on levait euh, et qu'on mettait en place cette convention volontaire. Et je pense que il y en a de plus en plus qui finalement se sont inscrits dans cette logique parce qu'ils l'ont bien compris. Oui, c'est l'un des grands enseignements du livre blanc. C'est qu'en fait, ce que vous avez déployé en termes de processus est parfaitement réplicable dans d'autres univers, sur d'autres territoires, pour faire en sorte qu'on réussisse une transformation en embarquant le plus possible de parties prenantes, les populations également, pour qu'à la fin, finalement, le résultat obtenu soit meilleur. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai quand même une question importante à vous poser, parce que finalement, tout le monde perçoit Total Énergie comme étant un grand acteur de l'énergie internationale, et finalement, vous êtes très attaché à la France. On pourrait se poser la question, alors qu'en France, parfois, on ne vous fait pas toujours de cadeaux. Qu'est-ce qui fonde cet attachement à la France? Alors Total Energy est un très grand acteur international, mais enfin, on va limiter l'ampleur de sa taille, puisqu'on ne représente que 1,5% de l'énergie de la planète, hein, dans le pétrole et le gaz. Hein, donc, on est un très grand acteur, mais au fond, proportionnellement tout petit. Notre attachement à la France, je l'ai dit, on est centenaire. Notre siège a toujours été en France. On est né d'une vraie volonté de souveraineté énergétique française à l'époque, d'un gouvernement qui a décidé justement de se doter de cette capacité à s'approvisionner dans cette énergie qui était l'énergie de l'industrialisation, hein, à l'époque. Et aujourd'hui, on a un tiers de nos effectifs quand même sur le territoire français. C'est là qu'on a tous les métiers de la compagnie et tous les nouveaux métiers de la compagnie. Et je crois que l'attachement, c'est aussi la fierté d'avoir les emblèmes de ce que nous faisons et de ce que nous avons toujours fait. Toujours fait parce qu'on a des raffineries, mais de ce que nous faisons parce qu'on les transforme en bioraffineries. C'est là qu'on fait les premiers essais, c'est toujours en France. C'est là qu'on a Saft avec les batteries du futur, les batteries de la Station spatiale internationale, du TGV et, euh, et, euh, et de ce qui va nous permettre demain de décarboner les data centers que la France hébergera. C'est la production d'électricité renouvelable et le déploiement des bornes de recharge. On est passé d'une mobilité à la station-service à des stations qui se sont complètement transformées avec des bornes de recharge, de l'électricité, des biocarburants, de l'E85. Voilà, c'est des énergies qui sont complètement différentes. Par exemple, on va démarrer la première bioraffinerie française de biocarburants aériens durables en Seine-et-Marne entre l'aéroport Charles de Gaulle et celui d'Orly. Ça, c'est Total Énergie. Donc Total Énergie en France, c'est quand même bien l'attachement. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'assez emblématique, c'est que dans un an, pile, on déménage à La Défense, dans une nouvelle tour qui s'appelle The Link, qui va nous permettre de réunir plus de 7000 collaborateurs dans un même lieu et de réunir les anciennes tours, l'ancienne tour Total et l'ancienne tour Elf dans lesquelles nous sommes, mais séparés de quelques centaines de mètres.
dans un même lieu, et ça sera emblématique de Total Energy, une vraie société française implantée en France, qui sait se transformer et qui sait bouger. Donc rendez-vous l'année prochaine dans vos nouveaux bureaux pour faire un nouveau point avec vous et nous permettre de mieux découvrir et mieux appréhender le monde de l'énergie. Et puis également Total Energy, qui est une entreprise gigantesque, française, mais souvent méconnue ou connue par ce que certains veulent en projeter. Et on mérite de vous garder, donc on va continuer à suivre de très près votre entreprise. Merci pour ces éclairages passionnants sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux géopolitiques et les questions de souveraineté qui s'y sont attachées. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le retrouver donc sur notre site, à le partager autour de vous. Et puis rendez-vous le mois prochain pour un nouvel invité dans Imaginez demain. Merci beaucoup.